Yes, Mr. Gatterby. Monsieur le Président, Messieurs, j'aborde la 6e partie de cet exposé qui est consacré au pillage économique de la France. Lorsque les Allemands envahirent la France, ils y trouvèrent des richesses considérables. Ils se sont de suite ingéniés à s'en emparer et à asservir la productivité nationale. Le moyen de la réquisition pure et simple étant insuffisant pour parvenir à leur fin, ils employèrent des procédés détournés, usant simultanément de la ruse et de la violence, en s'efforçant à masquer leurs agissements par une apparence de légalité. Pour ce faire, ils abusèrent des conventions d'armistice. Celles-ci, en effet, ne contenaient aucune clause économique et ne comportaient pas de dispositions secrètes. Elles ne se composaient que des textes qui furent publiés. Cependant, les Allemands utilisèrent 2 clauses pour favoriser leur entreprise. Je dépose au tribunal, sous le numéro 203, un exemplaire des conventions d'armistice et je lui cite l'article 18 des dites conventions ainsi conçues. Les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français. Cette clause n'était pas contraire aux prescriptions de la Convention de La Haye. Mais l'Allemagne imposa le paiement de sommes énormes, dépassant dans de fortes proportions celles qui étaient nécessaires aux besoins de l'armée chargée de l'occupation du territoire. Ce qui leur permettait de disposer, sans avoir fourni de contrepartie, de presque toute la monnaie qu'en fait, ils transformèrent habilement en instruments de pillage. L'article 17 des conventions d'armistice était ainsi conçu. Le gouvernement français s'engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique ou de stock du territoire à occuper par les troupes allemandes dans le territoire non occupé ou à l'étranger. Il ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé qu'en accord avec le gouvernement du Reich, étant entendu que le gouvernement allemand tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.
Apparemment, le but de cette clause était d'empêcher l'envoi en Angleterre ou dans les colonies de choses de toute nature susceptibles d'être utilisées contre l'Allemagne. Mais l'occupant devait en tirer profit pour s'attribuer le commandement de la production et de la répartition des matières premières dans toute la France, puisque la zone non occupée ne pouvait vivre sans les produits de la zone occupée et que, réciproquement, celle-ci avait besoin de ceux de la zone libre. Cette intention des Allemands est prouvée notamment par une pièce découverte par l'armée des États-Unis, immatriculée sous le numéro 1741 PS1 et que je dépose sous le numéro 204. Je ne veux pas infliger au tribunal la lecture de cette pièce qui est longue. Un court résumé. Il s'agit d'un rapport secret adressé le 5 juillet 1940 au président du Conseil. Yatoffe, as this is not a document of which we can take judicial notice, is it? I think you must read anything that you wish to put in evidence. It is not, is it, a document of which we can take judicial notice? Bon. Eh bien, je me permettrai de citer au tribunal un passage du document. Very well. L'article 17 accorde à l'Allemagne le droit de prélever les valeurs et réserves économiques en territoire occupé et les dispositions du gouvernement français sont soumises à l'approbation de l'Allemagne, ainsi que la France en a exprimé le vœu. L'Allemagne a consenti à tenir compte également des besoins vitaux de la population du territoire non occupé, chaque fois qu'elle statuera sur les demandes formulées par le gouvernement français en vue de disposer des valeurs et réserves qui se trouvent en territoire occupé. Je ne cite que ce passage pour abréger mes explications et j'en viens tout de suite à l'autre document qui comporte en quelque sorte la réponse au fonctionnaire allemand qui a rédigé ce rapport, document que je dépose sous le numéro 205 et qui est constitué par un rapport découvert par l'armée des États-Unis. Voici en somme la réponse au document dont j'ai donné la lecture d'un passage. La conception du Führer part du point de vue que toutes les négociations avec la France sont à envisager
non pas du point de vue politique, mais du point de vue économique. Are you reading are you reading 205 now? Are you reading 205. Deuxièmement, utilisation du territoire français occupé. Yes. La suppression de la ligne de démarcation ne peut en particulier être envisagée de nouveau. Il doit nous être complètement égal que la remise en train de la vie économique en France soit brisée. Les Français ont perdu la guerre et de ce fait doivent payer les dommages. Si l'on objecte que le résultat en sera de transformer bientôt la France en un centre de troubles, il faut répondre que l'on tirera purement et simplement ou que l'on annexera la zone non encore occupée jusqu'ici. Toutes les concessions que nous faisons aux Français, ceux-ci doivent les payer cher au moyen de livraisons en provenance du territoire non occupé ou des colonies. Il faut insister sur le fait que toute collaboration dans le domaine économique en France doit être repoussée. Enfin, messieurs, un autre document qui a été saisi par l'armée des États-Unis et que je dépose sous le numéro 206, signé par le docteur Gramsci, nous donne les indications suivantes. Dans le cadre des négociations sur l'assouplissement de la ligne de démarcation, il a été proposé au gouvernement français de saisir dans toute la France les valeurs or et de devises. Plus loin, le rédacteur de ce document écrit: les valeurs étrangères de la France occupée devraient représenter un accroissement de notre potentiel de guerre. Cette mesure pourrait de plus être utilisée comme un moyen de pression sur le gouvernement français pour le forcer à prendre une position conciliante sur d'autres domaines. Ici se termine la citation. L'examen de ces documents démontre l'intention des Allemands, au mépris de tous les principes juridiques, de mettre toutes les richesses et l'activité économique de la France à leur disposition. Par la contrainte, les Allemands sont arrivés, après une année d'occupation, à mettre la totalité, ou tout au moins la presque totalité, de l'économie française sous leur domination. C'est ce qui résulte notamment d'un article publié par le docteur Michel, directeur du service économique
près le gouvernement militaire en France, article paru à la Berliner Börser-Zeitung du 10 avril 1942, que je dépose sous le numéro 207 et dont j'extrais un passage. Pour les services compétents de l'administration militaire allemande, il fallait considérer en conséquence que leur tâche consistait à diriger l'économie dirigée. Autrement dit, à donner des instructions et à veiller à ce que celles-ci soient effectivement suivies. Puis, plus loin, page 12 de l'exposé, le docteur Michel écrit « Maintenant que la répartition... » Monsieur Gertefeuille, on which page of your dossier are you reading? C'est à la page 12 de l'exposé, en haut de la page. Maintenant que la répartition et l'utilisation des marchandises sont dirigées et organisées en France, il s'agit également dans ce pays de réduire la consommation non nécessaire pour l'économie de guerre. Les restrictions imposées à la population française sont depuis longtemps déjà, à l'égard de la nourriture, de l'habillement, des chaussures et du chauffage, plus rigoureuses que dans le Reich. J'arrête ici ces citations de l'article du docteur Michel. Après vous avoir montré, Monsieur le Président, Messieurs, dans cette courte introduction sur le pillage économique de la France, je vous dois quelques explications sur les procédés employés pour parvenir à un tel résultat. Ce sera l'objet des 4 chapitres suivants: mainmise allemande sur les moyens de paiement, achat clandestin ou le marché noir, les acquisitions en apparence régulières, enfin les prestations de services. Premièrement, mainmise allemande sur les moyens de paiement. Cette mainmise a été le résultat, premièrement, du versement d'une indemnité d'occupation, deuxièmement, de l'organisation d'un clearing en sens unique, troisièmement, de saisie pure et simple et de prélèvement d'or, de billets de banque, de devises ou d'imposition d'amende collective. Page 15. Premièrement, indemnité pour l'entretien des troupes d'occupation. Je ne reviendrai pas, messieurs, sur les principes juridiques en la matière. Je me contenterai de vous donner quelques explications pour que vous puissiez apprécier la pression qui a été faite
sur les dirigeants d'alors pour obtenir le versement de sommes considérables. Comme j'ai eu l'honneur de vous l'indiquer, dans les conventions d'armistice, le principe de l'entretien des troupes d'occupation est simplement posé sans que le montant et le mode de perception aient été précisés. Les Allemands vont profiter de la situation pour déformer et amplifier cette obligation de la France qui ne sera plus qu'un prétexte à l'imposition d'un tribut exorbitant. Aux premières séances de la commission d'armistice, les discussions portèrent sur ce point, tandis que les Français faisaient valoir que l'on ne pourrait mettre à leur charge qu'une indemnité forfaitaire représentant le coût d'entretien d'une armée strictement nécessaire à l'occupation du territoire, le général allemand Mitt a dû reconnaître le bien fondé de cette thèse en déclarant que les troupes destinées à la lutte contre l'Angleterre ne seraient pas à la charge de la France. Ce fait résulte d'un extrait de la commission d'armistice que je dépose sous le numéro 208. Mais dans la suite, le général Mitt a vraisemblablement été désavoué par ses supérieurs, puisqu'au cours d'une séance suivante, le 16 juillet 1940, sans revenir expressément sur sa parole, il déclara à ce sujet ne pas pouvoir fournir de réponse, que cette question ne serait plus discutée, qu'enfin le nécessaire serait fait pour faciliter au gouvernement français l'établissement de son budget. Ce qui résulte de l'extrait du procès-verbal de la commission d'armistice que je dépose sous le numéro 209. Le 8 août 1940, Emmen, chef de la délégation économique allemande à Wiesbaden, remettait une note au général Hunsiger, président de la délégation française, dans laquelle il exposait que dans l'impossibilité d'évaluer le montant des frais d'occupation d'une manière précise, le gouvernement français aurait à verser, jusqu'à nouvel ordre, des acomptes d'au moins 20 millions de Reichsmark par jour sur la base du cours de 1 mark pour 20 francs français, soit 400 millions de francs par jour, acomptes dans lesquels n'était pas prévu
les frais de cantonnement des troupes qui seraient remboursés en sus. Ce fait résulte du document 210 que je verse au tribunal et qui porte la signature MN. Ces exigences provoquèrent le 12 août 1940 une réponse dans laquelle il était souligné que l'importance du paiement journalier ne permettait pas de croire que celui-ci avait été fixé en considération des effectifs normaux d'une armée d'occupation et du coût normal d'entretien de cette armée. Qu'au surplus, les effectifs correspondant aux chiffres notifiés seraient hors de proportion avec tout ce que les précédents militaires et les nécessités du moment pouvaient laisser raisonnablement prévoir. Ceci résulte de la note du 12 août déposée sous le numéro 211. Le 15 août 1940, la délégation allemande prenait acte du fait que le gouvernement français était prêt à verser des acomptes, mais se refusait catégoriquement de discuter aussi bien le montant des acomptes que la distinction entre les troupes d'occupation et d'opération. Ce qui résulte du document 212 que je verse au débat. Le 18 août, la délégation française prenait acte de la note allemande du 15 août et faisait remarquer, je cite textuellement le passage, que vouloir faire payer à la France les frais d'entretien des troupes d'opération est une exigence qui est incontestablement en dehors de l'esprit et des stipulations de la Convention d'armistice. Que les frais réclamés sont convertis en francs à un cours qui dépasse notablement le pouvoir d'achat respectif du mark et du franc, alors que les achats de l'armée allemande en France sont fonction du contrôle de la vie dans ce pays et qu'ils seront d'ailleurs, comme le gouvernement allemand l'admet, remplacés en partie par des livraisons en nature. La note se termine par le passage suivant. Dans ces conditions, la contribution écrasante demandée au gouvernement français apparaît comme arbitraire et dépasse dans une proportion considérable celle qui pouvait légitimement s'attendre à se voir réclamer. Le gouvernement français, toujours soucieux d'exécuter loyalement les clauses de la Convention d'armistice, ne peut donc qu'en appeler au gouvernement du Reich dans l'espoir qu'il tiendra compte des arguments développés ci-dessus. We should perhaps adjourn now.